Bonjour, vous êtes sur T'as capté, l'émission scientifique de Click. Je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur de chimie en classe préparatoire et vulgarisateur scientifique sur le web pour la chaîne YouTube Blablaro au labo, où je parle de chimie et je vous fais découvrir plein de phénomènes scientifiques intéressants. T'as capté. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, ça veut dire quoi ce mot? Des histoires, moi j'en ai eu pas mal, mais l'amour, non, je l'ai jamais rencontré. L'amour, déjà, c'est le fait d'aimer. Mais ça va peut-être pas vous suffire comme définition. Alors on peut aussi dire que c'est le fait de manifester un fort intérêt pour une activité ou pour quelqu'un qui nous donne du plaisir. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de la relation amoureuse. Donc on va parler de l'interaction avec une autre personne. Et si maintenant j'essaie de vous donner une définition peut-être un petit peu plus en lien avec le cerveau, je dirais que l'amour, finalement, c'est un sentiment qui va être accompagné de modifications électriques et chimiques dans le cerveau qui vont avoir pour conséquence des réponses au niveau physiologique, mais aussi au niveau comportemental. Dans le cerveau, il y a une petite structure qu'on appelle l'hypothalamus. Ça fait la taille d'un ongle, à peu près. Et en fait, c'est en quelque sorte une usine de fabrication de petites molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques et qui vont être à l'origine de changements comportementaux et justement qui peuvent engendrer cette attirance qu'on va avoir pour un autre, cette euphorie qu'on ressent quand on est amoureux, ce cœur qui bat très fort. On distingue généralement 3 phases qu'on va retrouver. Il va y avoir une première phase qui correspond à la rencontre et la phase de séduction. Ensuite, on va passer dans la phase d'amour passionnel, en tout cas si la séduction s'est bien achevée, on va dire. Et suite à cette phase d'amour passionnel, on va transiter progressivement vers une phase d'amour durable. Chacune de ces phases est marquée par des niveaux de neurotransmetteurs et d'activation cérébrale un petit peu différents. Et donc, au niveau neurochimique, c'est cohérent de vouloir la définir de cette manière-là. L'amour n'est rien d'autre qu'un fantasme. Ouais, mais je crois que t'as tort. Ok, bon. Si je rate quelque chose, dis-moi ce que c'est. Tu le sauras le jour où ça t'arrivera. C'est notamment ce qu'explique Bernard Sablonnière dans son excellent livre « La chimie des sentiments ». Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande de le lire. Moi, je l'ai déjà lu 2 fois et c'est un super bouquin. T'as capté. Pour vous parler du coup de foudre, ou de ce qui se passe quand vous tombez amoureux de manière générale, j'ai envie de commencer par vous dire qu'on a tous des symptômes un petit peu particuliers. Le cœur qui bat fort, on a tendance à ressasser des moments qu'on a vécu avec la personne en boucle, on se sent hyper euphorique, hyper heureux, on se soucie de peu de choses. Quoi, Étienne? J'ai un coup de foudre, là! Eh bien, tout ça, ça s'explique grâce au cerveau. Et on remarque qu'il y a certaines zones, donc par exemple comme l'hypothalamus dont j'ai parlé avant, qui sont suractivées, qui vont produire plein de neurotransmetteurs. Des zones comme l'insula, qui sont impliquées dans le ressenti du plaisir. Mais il y a également d'autres zones qui, elles, sont désactivées. Et ça, c'est très intéressant aussi. Par exemple, le cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision rationnelle, il va un petit peu moins travailler. Et puis l'amygdale cérébrale, qui n'a rien à voir avec les amygdales que vous avez dans la bouche. C'est une petite structure dans le cerveau qui est en quelque sorte un centre émotionnel qui va notamment jouer un grand rôle dans le ressenti des émotions négatives, le jugement, la méfiance, la vigilance en quelque sorte, si je le caricature un petit peu. Et donc cette zone-là va être désactivée. C'est ce qui fait que quand on tombe amoureux, quand on est sous l'effet du coup de foudre, on se soucie plus de grand-chose. On dit que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien, c'est vrai. On a une baisse de vigilance et on a aussi une baisse du jugement. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. C'est pour ça qu'on dit souvent que le cerveau, il est un petit peu ivre pendant cette phase d'amour passionnel, en fait, et que l'amour rend aveugle. Donc là, je vous ai parlé de l'activation et de la désactivation électrique de certaines zones dans le cerveau. Il faut aussi parler des fameux neurotransmetteurs, ces petits messagers chimiques qui vont avoir des conséquences sur notre comportement. Donc on a un énorme cocktail de neurotransmetteurs quand on tombe amoureux. Et je vais vous parler, au moins de 5 molécules qui me semblent très importantes. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline, vous savez tous un petit peu ce que c'est. C'est ce qu'on va avoir quand on a le cœur qui s'accélère, on peut avoir une petite suée. Bref, on est prêt à agir. Typiquement, s'il y a un lion qui veut vous bouffer, vous allez sécréter beaucoup d'adrénaline. C'est le flight or fight. Soit je me bats, soit je fuis. D'accord ? Dans le cas du lion, je vous conseille de fuir. Mais dans le cas de l'amour,
bah voilà, vous allez avoir du coup le cœur qui va monter, des petites suées, plein de petits symptômes comme ça. Et donc ça, c'est l'adrénaline. Ensuite, dans le cocktail, il nous faut une autre molécule pour avoir le courage de passer à l'action, d'aller séduire la personne convoitée. Ça, c'est la dopamine qui intervient dans le fameux circuit de la récompense, le circuit du désir-plaisir. Donc la dopamine, elle n'est pas spécifique de l'amour, elle intervient dans tous les processus de motivation chez les mammifères, que ce soit la reproduction, que ce soit se nourrir ou d'autres activités. Et donc vous allez avoir une sécrétion de dopamine au moment où vous avez une anticipation de la récompense, vous vous dire tiens, je convoite cette chose, je veux cette récompense, et un autre pic de dopamine au moment où vous avez la récompense. Maintenant, quand vous êtes dans cet état amoureux, en général, vous êtes aussi euphorique, vous vous sentez super bien, et ça, c'est aussi dû aux endorphines. Endorphine veut dire endomorphine, c'est-à-dire des morphines endogènes. C'est un petit peu la morphine que peut fabriquer naturellement votre corps, sauf que celle-ci, elle va poser aucun problème. Au contraire, il faut en profiter. C'est la même que vous allez former, par exemple, quand vous faites une séance d'activité physique. Donc on a un super cocktail de la séduction et de l'amour avec l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et les endorphines. Mais il nous manque quelque chose. Et justement, c'est vraiment quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il y a une autre hormone qui est très importante, qu'on appelle la sérotonine. C'est en quelque sorte l'hormone de la sérénité, qui a un rôle modulateur. Celle-là, la sérotonine, elle peut agir sur plein de récepteurs et elle va plutôt nous permettre d'éviter les comportements très excessifs, en quelque sorte. Eh bien, il se trouve que cette sérotonine, quand vous êtes dans cette phase-là, elle vient plutôt à manquer. Et c'est pour ça qu'en général, on va prendre justement des décisions un peu excessives, peut-être faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal, un petit peu quand on est ivre. Donc ça rejoint cette idée précédente du cerveau déjà, qui a du mal à faire, on va dire, les choix les plus raisonnables possibles. Le jeu d'hormones que vous avez à ce moment-là va dans le même sens. Quand vous êtes dans cet état-là, de cet amour fou avec ce neurotransmetteur, finalement, vous avez beaucoup de dopamine. La dopamine, on va dire que c'est ce qui fait que vous montez dans la voiture et vous êtes motivé pour aller quelque part. Et après, vous avez beaucoup de noradrénaline et très peu de sérotonine. La noradrénaline, c'est la pédale d'accélérateur, si vous voulez. Ça veut dire que vous allez à fond sur l'autoroute. À ce moment-là, vous allez être focalisé, vous regardez droit devant et vous ne prêtez aucune attention aux autres phénomènes autour de vous. C'est la même chose avec l'être aimé. Vous allez être focalisé que sur cette personne et vous en oubliez le reste. Là où la sérotonine, ce serait plutôt la pédale qui vous permet de freiner, de rouler tranquillement, de profiter du paysage et de prendre un petit peu en compte tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et ben cette pédale-là, elle est cassée quand vous êtes dans la phase d'amour passionnel, ce qui fait que vous allez être vraiment focalisé sur une seule chose. Et en plus, comme on l'a dit précédemment, vous avez l'amygdale cérébrale qui est désactivée, qui fait que finalement, vous allez avoir le jugement qui est relativement altéré. Et c'est ce qui fait que finalement, dans cette phase d'amour passionnel, on ne voit pas les défauts de l'autre. Pardon, excuse-moi. Je regardais pas où je marchais, je suis désolé. L'Aziza, je te veux si tu veux de moi. On l'aime comme un fou, et puis finalement, les choses qui pourraient nous déranger, eh bien, on les découvrira un peu plus tard, quand l'amygdale se réveillera, se remettra à faire son travail, que la noradrénaline et la sérotonine vont un petit peu se rééquilibrer. Bon, on l'a compris avec ça, le cerveau, quelque part, il dysfonctionne un peu pendant cette phase d'amour dont nous profitons pleinement. On se demande parfois, est-ce que le cerveau amoureux, il fonctionne comme le cerveau d'un drogué ? Dans certains cas, oui, en fait, puisque si vous prenez des drogues comme la morphine ou l'héroïne, il se trouve que vous allez fortement suractiver le circuit de la récompense, augmenter très fort la noradrénaline, diminuer la sérotonine. Donc on va retrouver des points communs, ça c'est sûr et certain. On va retrouver cette anticipation de la récompense avec un pic de dopamine et une récompense avec de la dopamine. J'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de points communs. Il ne faut pas oublier quand même que l'amour a plus de bienfaits. La drogue, l'amour, ça peut se ressembler, mais l'amour, ça vous fait sentir bien, ça vous aide à dormir. Donc il y en a quand même un qui est mieux que l'autre. Et un autre point commun qu'on verra, mais qui là encore est beaucoup plus grave dans le cas de la drogue, c'est le syndrome de sevrage. C'est-à-dire si on est dans la rupture amoureuse ou alors qu'on se sevre d'une drogue, on va aussi retrouver des mécanismes analogues dans le cerveau, et donc le syndrome du manque. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'un acte sexuel ? Déjà, pour déclencher le désir, on a toujours besoin, on l'a dit, de la dopamine. Ça, c'est non spécifique, c'est pour tous les besoins de motivation. On a en plus besoin, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même si les femmes en ont moins, de la testostérone. Donc le cocktail de la libido, c'est vraiment testostérone plus dopamine. Il y a aussi d'autres molécules comme la lulibérine qui sont sécrétées pendant les préliminaires, etc. Mais voilà, le cocktail étant assez large, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a quelque chose qui est notable, c'est qu'il y a une hormone qui est extrêmement importante dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'ocytocine. C'est un petit peu, l'ocytocine, si vous voulez, c'est l'hormone de l'attachement. Certains disent hormone de l'amour. Je trouve que c'est abusif puisqu'elle intervient dans toutes les interactions sociales. Mais il se trouve qu'un orgasme va s'accompagner d'une énorme sécrétion d'ocytocine. Et donc c'est de cette manière-là qu'on explique que
avoir des rapports sexuels avec quelqu'un va favoriser l'attachement. Il y a une autre particularité quand même, parce que dans le plaisir, en général, l'acte sexuel, il est un petit peu en haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'on peut aimer se faire une bonne raclette, mais en général, on va quand même préférer une partie de jambes en l'air avec son partenaire. Je dois avouer que j'ai aimé ça plus que je ne l'aurais pensé. Moi donc. Je suis impatient d'être à ton prochain anniversaire pour qu'on remette ça. Pourquoi ça ? C'est lié aussi à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, il y a des zones du cerveau comme l'amygdale cérébrale qui sont liées à la vigilance, qui se désactivent complètement. Et c'est ça qui fait que on va prendre plus de plaisir, on est vraiment dévoué à son partenaire et que le désir sexuel, c'est quelque chose qu'on n'aura pas simplement en écoutant de la musique ou en mangeant un bon repas. Bon, on va rentrer dans un gros cliché là, parce qu'après l'amour, on entend souvent que madame a envie de discuter et puis que monsieur a envie de roupiller. Alors c'est partiellement vrai, mais effectivement, on peut l'expliquer avec la production de certaines molécules, puisque après l'orgasme, on produit tous déjà des niveaux élevés d'ocytocine, mais les femmes encore plus. Or, l'ocytocine, c'est une hormone de l'empathie, du lien. Donc on a envie de jacter, donc quelque part c'est cohérent. Sauf que chez les hommes, on produit également plus d'opioïdes, donc des molécules en gros proches des opiacés, qui vont nous faire un gros effet apaisant, qui peuvent donner envie de dormir, ce qui va expliquer que voilà, après l'amour, certains hommes ont envie de dormir, ou alors du moins n'ont pas forcément envie de parler, ils préfèrent aller fumer une cigarette, prendre un verre, ça dépend. Mais ça peut expliquer un petit peu les différences de comportement qu'on a chez les hommes et chez les femmes. Je précise quand même que ça reste un gros cliché. C'est parfois vrai, mais on a des femmes qui aiment bien dormir après l'amour et puis des hommes qui sont très actifs juste derrière. Donc il ne faut pas prendre ça pour une généralité ni pour une obligation. Ce que je viens de vous raconter en termes de neurochimie ici, c'est valable pas uniquement pour les relations hétérosexuelles, mais aussi entre deux hommes ou entre deux femmes. T'as capté? Maintenant, on va répondre à cette question. L'amour dure-t-il 3 ans ? Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore, le titre est bien con. Pour ça, vous l'avez compris, il faut qu'on parle de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est cette hormone qui va être libérée dans le cerveau lorsque vous regardez un copain dans les yeux, ou votre chien, ou votre femme, ou votre enfant, etc. Bref, c'est l'hormone du lien social, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone de l'empathie. Elle augmente votre sensibilité à l'attitude de l'autre. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas spécifique à l'amour. Maintenant, quand vous êtes amoureux, en regardant, on a fait des expériences où on prenait des hommes et puis regardait des photos de femmes comme ça. Et quand ils tombent sur la photo de leur conjointe, là, le niveau d'ocytocine, bam, il monte. Le niveau de dopamine, bam, il monte. Donc ça, c'est des choses qu'on mesure, c'est des choses qu'on peut observer. Donc effectivement, l'ocytocine, elle n'est pas exclusive de l'amour, mais elle est quand même beaucoup plus élevée quand on est avec la personne dont on est amoureux. Donc cette ocytocine, en la sécrétant, on va justement, en quelque sorte, sécréter le ciment de la relation durable. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand la relation commence à durer, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'on va rentrer peut-être dans une routine, il va y avoir moins d'événements surprenants. On a déjà un petit peu découvert l'autre. Et puis l'amygdale cérébrale s'est désactivée, on a aussi découvert ses défauts, des choses qu'on aimait moins. Donc il faut un petit peu composer avec tout ça, donc c'est le vrai moment où en fait on construit la relation pour essayer de la faire durer. Et donc pour savoir si la relation dure 3 ans, ce qu'il faut voir c'est est-ce qu'on va rentrer dans une routine à tel point qu'on va désactiver son circuit de la récompense et celui de son partenaire. Ou alors on va réussir au contraire à continuer à avoir des bons moments ensemble, peut-être à surprendre de temps en temps, à avoir des attentions, bref, pour le dire chimiquement, à relancer des sécrétions répétées d'ocytocine et de dopamine dans le cerveau. Il faut aussi savoir une chose, c'est que l'ocytocine, elle va aussi avoir des récepteurs dans le circuit de la récompense, et donc elle va potentialiser les libérations de dopamine. C'est pour ça que l'amour propose quelque chose de plus par rapport aux autres sources de satisfaction que vous pouvez avoir dans votre vie. Finalement, si on reprend l'analogie précédente où vous êtes au volant de votre voiture, par rapport à la phase d'amour passionnel, la noradrénaline, elle est redescendue à un niveau normal. La sérotonine, elle est remontée à un niveau normal. Donc finalement, la pédale d'accélérateur, elle accélère un peu moins. Et puis, on a une pédale de frein à nouveau. Donc on a le temps de regarder le paysage, d'être un petit peu pris dans les choses de la vie. C'est un petit peu ça, la relation durable. Et malgré tout ça, il faut réussir, encore une fois, comme je le disais, à ce que le cerveau continue d'être stimulé. Dopamine, ocytocine, mais avec des niveaux modérés cette fois, et avec un jugement, et c'est-à-dire tout ce qu'il faut gérer autour. Bon, finalement, pour cette question des 3 ans, il n'y a pas de question des 3 ans. La durée, ça va être celle qui fait que les deux cerveaux ont encore envie d'échanger des choses ensemble. Néanmoins,
ça peut tuer un mythe, c'est-à-dire le mythe, entre guillemets, de l'âme sœur, de penser qu'on a une personne faite pour nous et qu'à partir du moment où la relation est établie, on n'a plus aucun effort à fournir et qu'on se dit que cet amour, il durera pour toujours. Eh bien non, l'amour, en fait, c'est pas quelque chose de stable. Il évolue en permanence. Donc soit il évolue, soit il s'arrête. Non mais en tant que témoin, il était de mon devoir de t'avertir d'une chose, Pierre. L'amour diminue avec le temps. C'est... Alors Marc, en tant qu'ami, il est de mon devoir de te dire que l'amour grandit avec le temps. Bon, j'apprends rien à personne en vous disant qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais si on regarde vraiment sur ces hormones, comme l'ocytocine et la testostérone, l'ocytocine, on l'a découverte comme étant une hormone plutôt féminine associée à l'allaitement, aux contractions utérines pendant l'accouchement. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y en a dans le cerveau des hommes et des femmes, et qu'on l'utilise plus ou moins de la même manière dans ce qui concerne le lien social. Il se trouve que les femmes en ont en moyenne un petit peu plus, ce qui expliquerait que les femmes ont en moyenne, je dis bien en moyenne, parce que pour les individus, c'est moins vrai, mais en moyenne, plus d'empathie que les hommes. De l'autre côté, une hormone qui était fléchée comme étant vraiment une hormone masculine, c'est la testostérone. Alors que la testostérone, elle intervient dans le désir sexuel chez les deux sexes, elle intervient par exemple dans la construction de masse musculaire chez les deux sexes, elle intervient dans plein de rôles chez les deux sexes. Donc, il y a des variations de concentration, c'est-à-dire un petit peu de mécanique ici et là, d'un côté, mais finalement, dans les grandes lignes, on fonctionne de la même manière. Je vous ai parlé de l'ocytocine, mais il y a une deuxième hormone qui intervient dans les liens sociaux, même si on manque encore un petit peu d'études aujourd'hui, on commence à le voir, c'est cette fameuse vasopressine. Donc la vasopressine, vous la connaissez peut-être déjà parce que c'est aussi l'hormone antidiurétique qui joue un rôle dans le maintien d'une bonne hydratation. C'est cette hormone qu'on arrête de sécréter quand on boit trop d'alcool et que du coup, vous buvez 2 bières et vous en pissez 3. Bon, voilà, ça c'est le manque de vasopressine. Bref, récemment, nous nous sommes rendus compte que cette vasopressine, chez le mâle tout du moins, jouait un rôle dans le comportement, notamment vis-à-vis de sa famille. À ce sujet, il y a une étude assez connue sur des campagnols où en fait on a observé qu'on avait des campagnols des prairies et des campagnols des montagnes qui avaient des comportements complètement différents vis-à-vis de leurs femelles et des petits. Les campagnols des prairies étaient plutôt monogames et s'occupaient de leur progéniture, alors que les campagnols des montagnes, ils avaient plutôt tendance à aller voir d'autres femelles et puis en fait à ne pas rester dans la famille. Et on s'est rendu compte que ces mêmes campagnols des prairies, donc ceux qui sont plutôt monogames, avaient des niveaux élevés d'ocytocine et de vasopressine dans le cerveau avec les récepteurs associés, alors que dans les campagnols des montagnes, ce n'était pas le cas. Ainsi, grâce à ce type d'études, on comprend que finalement les niveaux d'ocytocine et de vasopressine sont reliés au comportement familial et notamment à l'attitude monogame d'un mammifère. T'as capté? Que se passe-t-il quand on a un chagrin d'amour? On va considérer que vous êtes dans la phase d'amour passionnel, et puis là, d'un coup, on se fait larguer. C'est très désagréable pour ceux qui l'ont vécu. Et si on comprend un peu ce qui se passe dans le cerveau, il y a des syndromes liés au manque. On a vu précédemment que la dopamine, vous savez, il y a 2 pics. Il y a une anticipation du plaisir, anticipation de la récompense, j'ai de la dopamine, je suis content. Et un deuxième pic, j'ai la récompense, je suis content. Ce qui se passe, c'est que là, on va continuer, tellement les souvenirs sont forts avec la personne aimée, on va continuer d'y penser, donc d'avoir au début un pic de dopamine, et derrière, rien. Des neurones dopaminergiques qui ne s'activent plus. Et ça, c'est un mécanisme qui donne de la frustration. C'est-à-dire qu'on attend une récompense et elle n'arrive pas. Cette frustration, c'est ce qui fait que le bébé qui n'a pas son biberon, il va se mettre à pleurer. C'est ce qui fait que si on ne peut pas manger, qu'on a faim, on va aller chercher, etc., etc. Et finalement, le problème qu'on a, c'est qu'en plus, comme on l'a vu, si on est en pleine phase d'amour passionnel, on est très haut en noradrénaline, on est très bas en sérotonine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est focalisé sur ce qui nous fait du mal et on a tellement peu de sérotonine qu'on est dans l'incapacité de moduler ça, de regarder ce qu'il y a autour de nous et de se dire il y a des choses qui vont encore bien dans ma vie. Autrement dit, on vit une frustration et on met toute notre attention dessus, ce qui fait que ça amplifie le phénomène. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre, qu'on peut retrouver dans la dépression, qu'on peut aussi retrouver parfois dans des syndromes de sevrage. Et c'est ce qui fait que le chagrin d'amoureux est extrêmement difficile à vivre. Comment ça passe le chagrin d'amour? Bon, malheureusement, je suis pas médecin ni psychologue, mais déjà le temps a une grosse carte à jouer, c'est-à-dire que il faut laisser le temps que tout se rééquilibre, que ce soit les niveaux d'hormones, que ce soit prendre de la distance. Et on a aussi des données qui montrent que le temps de sommeil, plus que le temps entre la rupture et le temps où vous êtes, c'est le temps qu'on va passer à dormir, à se régénérer, en fait, qui va aider aussi à franchir cette difficile étape. Alors, pour ceux qui auraient l'impression que j'ai cassé la magie de l'amour, je vous rassure, pas du tout. Certes, on fait un peu les savants
avec la neurochimie, avec l'endocrinologie, avec les hormones. Mais en réalité, ça, c'est la mécanique globale de la voiture. Voilà, une voiture, elle a 4 roues, un frein à main, des pédales. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais la machinerie interne, ça, elle est unique. L'humain a cela de particulier qu'il a un cortex cérébral développé, si développé qui lui permet d'avoir une capacité de conscience, une liberté de langage, une liberté d'expression, une liberté de choix et de comportement, qui rend unique, en fait, chaque cerveau amoureux. Donc, vous inquiétez pas, le mythe n'est pas brisé. Et en plus, la chimie à elle seule, la neurochimie, ne permet pas de traiter complètement le sujet, puisque l'amour, c'est aussi de la sphère psychologique. C'est très complexe, et donc, je souhaitais vous dire, pour finir ça, que le mystère de l'amour demeure entier. C'était T'as capté, l'émission scientifique de Click. J'espère avoir bien répondu aux questions que vous vous posiez sur l'amour, et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. À bientôt. T'as capté?